Julien est un jeune médecin de 36 ans qui, bien qu'il n'ait pas rêvé de médecine depuis l'enfance, a trouvé un sens inattendu à sa vie dans les salles et les couloirs froids de l'hôpital où il travaille. La routine du docteur Julien est intense, marquée par l'épuisement physique et émotionnel qui accompagne les gardes. Il n'est pas rare de le voir traverser les couloirs à des heures improbables. Il échange le confort de sa maison contre son dévouement aux patients qui se fient à sa compétence et à son empathie. Ce matin-là, avant que tout ne bascule, Julien s'était réveillé à 5h30 comme d'habitude. Le réveil a sonné avec insistance et il l'a éteint avec un soupir las. Une autre garde de 24 heures l'attendait. Il se leva lentement, sentant le poids de la nuit blanche sur ses épaules. Dans la salle de bain, il se regarda dans le miroir en se brossant les dents. Ses yeux étaient cernés, avec ces marques sombres qui semblaient être devenues permanentes ces dernières années. Au début de son internat, sa mère aimait plaisanter en disant qu'il ressemblait à un panda. Maintenant, même elle ne plaisantait plus avec ça. La douche chaude aida à réveiller son corps, mais son esprit était déjà à l'hôpital, repassant mentalement les cas qu'il avait laissés en suspens lors de sa garde précédente. Il y avait ce monsieur avec une insuffisance cardiaque, la petite fille suspectée d'appendicite et tant d'autres visages qui se mélangeaient dans sa mémoire. Il s'habilla rapidement, enfila sa blouse blanche déjà repassée qu'il laissait toujours prête la veille et sortit sans prendre de café. Il n'avait jamais faim le matin. L'odeur du café que sa voisine préparait envahit le couloir de son étage, mais il se contenta de fermer la porte et de se diriger vers l'ascenseur, l'estomac noué par son anxiété habituelle. Le trajet jusqu'à l'hôpital était toujours le même. 25 minutes en voiture, à travers les rues encore endormies de Paris. Julien profitait de ce moment pour écouter de la musique. C'était sa façon de préparer son esprit à la journée intense qui s'annonçait. Ce matin-là, une playlist de rock français jouait doucement tandis qu'il conduisait en pilote automatique, connaissant chaque virage, chaque feu rouge, chaque nid de poule de cet itinéraire. La ville s'éveillait lentement, les premiers rayons de soleil peignant le ciel en orange et rose. Une beauté qu'il remarquait à peine, concentré sur les défis qui l'attendaient. Les journées de Julien sont remplies par l'urgence des cas médicaux et l'interaction constante avec ses collègues et les infirmiers. Malgré l'épuisement qu'il accumule, une lueur brille dans les yeux du jeune médecin lorsqu'il parvient à aider quelqu'un, que ce soit pour soulager une douleur ou sauver une vie. Ce sentiment de faire la différence, de contribuer à quelque chose de plus grand, est ce qui nourrit sa passion pour la médecine et ce qui lui fait surmonter les défis quotidiens. Mais ce jour-là serait différent. Alors qu'il travaillait aux urgences, Julien ne se doutait pas que quelques heures plus tard, sa vie allait complètement changer. Entre deux consultations, il en profitait pour prendre un café rapide dans la salle des médecins. Son collègue, le docteur Hugo, commentait le match de foot de la veille, mais Julien l'écoutait à peine. Son esprit était focalisé sur un diagnostic compliqué qu'il devait poser avant la fin de sa garde. Un jeune homme avec des douleurs abdominales diffuses qui ne correspondaient à aucun tableau clinique évident. L'incertitude était un fantôme qui le hantait toujours. Dans l'après-midi, il s'occupa d'une dame âgée qui pleurait de douleur. Fracture du fémur. Julien lui tint la main en lui expliquant la procédure nécessaire. Il vit la peur dans les yeux de cette femme et sentit ce pincement au cœur qu'il ressentait toujours face à la souffrance d'autrui. Sa peau était fine et ridée, presque transparente, et la fragilité de ce contact lui rappela sa propre grand-mère. « Voilà, pensa-t-il, c'est pour ces moments que je fais ce que je fais. Pas pour la reconnaissance, ni pour le salaire qui suffisait à peine à payer les factures, mais pour pouvoir être là, faisant la différence entre le désespoir et l'espoir. » Julien vit seul dans un appartement petit mais accueillant dans le 15e arrondissement. Ses moments de repos sont rarement tranquilles, car il passe son temps à réviser des diagnostics, à étudier de nouvelles pratiques ou simplement à réfléchir aux cas les plus difficiles qu'il a rencontrés. Malgré cela, il ne se plaint pas. Il semble accepter que le poids de sa profession fasse partie de ce qu'il est devenu. L'appartement se trouvait dans un vieil immeuble. C'était un simple 2 pièces, avec des meubles hérités de sa grand-mère décédée des années auparavant. Le salon avait une bibliothèque remplie de livres de médecine, certains encore avec des marque-pages importants. L'odeur de vieux livres se mêlait à l'arôme léger de café réchauffé. La cuisine était rarement utilisée. Julien vivait pratiquement de la nourriture de l'hôpital et des livraisons à domicile. Sa chambre était son sanctuaire, avec un lit confortable qui semblait l'enlacer après ses gardes épuisantes. Sur les murs, quelques photos de famille et un diplôme qu'il regardait avec fierté à chaque passage. Sa relation avec ses parents est faite de respect et d'admiration. Dès qu'il le peut, il leur rend visite et partage des histoires de l'hôpital, surtout avec son père, qui a également consacré sa vie à la médecine en tant que pédiatre. C'est peut-être en observant son père en action que la graine de ce désir a été plantée dans son cœur.
quelque chose qu'il n'avait jamais planifié, mais qui est venu naturellement. Son père, le docteur Pierre, avait son cabinet à Saint-Germain-des-Prés depuis plus de 30 ans. Julien avait grandi en voyant cet homme quitter la maison avant le lever du soleil et rentrer bien après la tombée de la nuit. Il voyait le dévouement, la fatigue, mais aussi la satisfaction dans les yeux de son père lorsqu'il sauvait un enfant. Il se souvenait parfaitement d'un jour de son enfance, il devait avoir une dizaine d'années, où son père était rentré à la maison, ému. Il avait sauvé un bébé prématuré que personne ne croyait capable de survivre. Son père avait pleuré ce jour-là, et Julien avait compris que la médecine n'était pas seulement une science, c'était l'amour de la vie humaine. Parmi ses collègues, Julien est connu pour son calme et sa patience. Des qualités qui ressortent même dans les situations de plus grande pression. Il est le genre de médecin qui écoute ses patients, qui comprend non seulement leurs conditions physiques, mais aussi leurs peurs et leurs angoisses. Cette sensibilité lui a valu le respect non seulement des patients, mais aussi de l'équipe médicale qui l'accompagne. L'infirmière Sophie disait toujours que travailler avec Julien était différent. Il ne criait jamais, ne perdait jamais patience, même dans les moments les plus critiques. Il avait une façon de calmer les gens rien qu'avec son regard. Les patients lui faisaient instinctivement confiance. Il y avait quelque chose dans la voix tranquille de Julien, dans sa manière de tenir une main tremblante, qui transmettait un sentiment de sécurité même lorsque la situation était grave. Pourtant, derrière la blouse blanche, Julien est un homme avec des rêves, des insécurités et une quête constante d'équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. L'hôpital est presque une extension de sa maison, mais il a aussi des moments où il souhaite se déconnecter et profiter des plaisirs simples, un dîner entre amis, une promenade dans la ville ou même quelques heures de lecture en silence. Ces rares moments sont précieux, nourrissant l'énergie nécessaire pour continuer à accomplir sa mission. Lors de ces rares week-ends de libre, Julien aimait se promener le long des quais de Seine. Il observait les gens, les couples, les familles avec des enfants. Parfois, il s'arrêtait à la terrasse d'un café pour prendre un verre et simplement exister sans la pression de l'hôpital. Dans ces moments, il se demandait ce que serait une vie plus normale. Se réveiller tard, voyager sans se soucier des gardes, peut-être même avoir quelqu'un de spécial à ses côtés. Mais la médecine le rappelait toujours à elle, comme un appel impossible à ignorer. Julien n'est pas seulement un médecin. C'est un être humain avec une histoire unique, marquée par des choix et par l'impact qu'il souhaite laisser dans le monde. Sa routine peut être exténuante, mais elle est aussi l'expression de son courage et de sa détermination. Il sait que chaque jour apporte de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de soigner, d'inspirer et d'apprendre. C'est cette complexité qui le rend si captivant et central dans son histoire. Cette nuit fatidique, après une garde de 24 heures particulièrement éprouvante, Julien réussit enfin à quitter l'hôpital. Il était près de 19 heures et la fatigue pesait sur chaque muscle de son corps. Il monta dans sa voiture, ajusta son siège, respira profondément. Une autre journée de survie. Il alluma la radio et laissa la musique emplir l'espace, essayant de vider son esprit des images de la journée. La garde avait été difficile, avec 3 arrêts cardiaques et un enfant qui n'avait pas survécu. C'étaient les nuits les plus douloureuses, celles où le sentiment d'échec le consumait, même en sachant qu'il avait fait tout ce qui était possible. Julien, absorbé par la musique, conduisait avec attention malgré le calme de la nuit. La route qui traversait la forêt de Meudon était étrangement déserte. Seules quelques voitures espacées fendèrent l'obscurité. Les lumières de la ville clignotaient au loin, créant un joli contraste avec le ciel étoilé. Julien fredonnait doucement, les doigts tapotant le volant au rythme de la musique. Il pensait à rentrer chez lui, prendre une douche, chaude et dormir 12 heures d'affilée. Peut-être commanderait-il une pizza, un petit luxe pour compenser cette journée terrible. Quand une femme surgit soudainement sur la route, tout se passa en quelques secondes. Julien vit une silhouette courir, le visage pâle de panique, les cheveux flottant au vent. Il tenta de freiner, tourna brusquement le volant, mais il était trop tard. L'impact fut inévitable. Le bruit du choc rompit le silence de la nuit, un son sec et terrible qui résonna dans la poitrine de Julien. La voiture dérapa, suivie du crissement des pneus, laissant des traces sombres sur l'asphalte. Une odeur de caoutchouc brûlé envahit l'air. Le cœur de Julien s'emballa, battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses propres oreilles. Pendant une seconde, il resta paralysé, les mains agrippées au volant, les yeux écarquillés. « Non, 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 pensait-il, ça ne peut pas arriver. » Il sortit de la voiture immédiatement, les jambes tremblant si fort qu'il tenait à peine debout. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable tandis qu'il en portait une à sa tête dans un geste de pur désespoir. L'air semblait s'être alourdi, difficile à respirer.
Au sol, une jeune femme était inconsciente, du sang s'écoulant lentement de sa tempe, formant une petite flaque sombre sur l'asphalte. Une scène que Julien n'oublierait jamais. Elle portait une tenue de sport, le corps immobile, le visage tourné sur le côté. Julien sentit ses jambes flageoler. En tant que médecin, il avait vu du sang des milliers de fois, mais là, c'était différent. Ce sang était là à cause de lui. « Ne la touchez pas !» cria-t-il d'une voix pleine d'angoisse et d'inquiétude en voyant quelques curieux s'approcher. 2 voitures s'étaient arrêtées et les gens sortaient, voulant aider. Une dame âgée avait déjà son téléphone à la main. Julien s'agenouilla à côté de la femme, évaluant rapidement ses signes vitaux. Respiration présente, pouls faible mais stable. Traumatisme crânien évident. Il devait garder son calme. Il devait être le médecin qu'il avait été formé à être, mais ses mains continuaient de trembler. L'odeur métallique du sang mêlé à l'asphalte humide lui retournait l'estomac. En tant que médecin, il savait quoi faire, mais le choc du moment semblait le paralyser temporairement. « Elle ne peut pas mourir, pensait-il. S'il vous plaît, mon Dieu, ne la laissez pas mourir. » Julien vérifia de nouveau sa respiration, maintint sa tête immobile, sachant que le moindre faux mouvement pourrait aggraver une éventuelle lésion de la colonne vertébrale. Les secondes semblaient des heures. Chaque battement du cœur de Julien résonnait comme un tambour dans ses oreilles. Après que quelqu'un dans le groupe de curieux a appelé le SAMU, les minutes parurent s'étirer comme des heures. Julien ne quittait pas la femme des yeux, observant chaque petit mouvement, chaque respiration. Il priait à voix basse, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. La culpabilité commençait déjà à le ronger de l'intérieur, un terrible sentiment d'impuissance mêlé de désespoir. Il était médecin, il sauvait des vies tous les jours, et voilà qu'il en avait mis une en danger. L'attente des secours fut angoissante. Un homme lui offrit de l'eau, mais Julien n'entendit même pas. Il était complètement focalisé sur cette inconnue au sol. Elle était jeune, elle devait avoir la vingtaine. Jolie, avec des traits délicats. Que faisait-elle en train de courir sur la route à cette heure de la nuit? Tout en essayant de rester calme et de s'assurer que personne ne touchait la victime, Julien remarqua qu'elle commençait à reprendre conscience. Ses yeux bougeaient sous ses paupières closes. Finalement, environ 15 minutes plus tard, qui parurent une éternité, le SAMU arriva. Les gyrophares bleus et rouges illuminèrent la scène, la sirène déchirant la nuit. 2 ambulanciers descendirent rapidement, apportant le brancard et le matériel. Julien se présenta comme médecin, transmettant rapidement les informations sur son état. Victime d'un accident de la route, traumatisme crânien, signes vitaux stables, reprise de conscience partielle il y a quelques minutes. Avec l'aide des ambulanciers, la jeune femme fut stabilisée. Ils lui posèrent une minerve, l'immobilisèrent, vérifièrent sa tension et sa saturation. Pendant la procédure, elle ouvrit brièvement les yeux, murmura quelque chose d'incompréhensible. Un des ambulanciers lui demanda son nom. « Chloé », réussit-elle à dire d'une voix faible. « Chloé Mendes ». Elle demanda d'appeler sa mère et parvint à dicter le numéro, bien qu'hébété. Julien observait chaque mouvement, toujours tremblant. Elle fut placée dans l'ambulance qui l'emmena vers un hôpital public voisin. Julien regarda en silence les gyrophares et le son de la sirène disparaître dans l'obscurité de la nuit. Les curieux commencèrent à se disperser. Un policier qui venait d'arriver lui demanda ses papiers et lui posa quelques questions sur l'accident. Julien répondit machinalement, son esprit toujours fixé sur l'image de Chloé, gisant sur l'asphalte. Quand il fut enfin de nouveau seul, Julien s'appuya sur le capot de sa voiture et laissa enfin les larmes couler. Il pleura de peur, de culpabilité, de soulagement qu'elle soit en vie. Ses mains tremblaient encore. Comment allait-il rentrer chez lui? Comment allait-il dormir en sachant qu'il avait renversé quelqu'un? Même si c'était un accident, même si elle avait surgi de nulle part, la culpabilité était là, lourde comme une pierre dans sa poitrine. Même en étant seul de garde le lendemain. Car oui, Julien n'avait pas réussi à rester chez lui. La responsabilité et le poids de la situation le poussèrent à agir rapidement. Il arriva à l'hôpital à 6 heures du matin, les yeux rouges d'avoir pleuré et de manque de sommeil. Il n'avait pas pu fermer l'œil de la nuit, revivant chaque seconde de l'accident. Le téléphone à la main, il composa le numéro d'un ami de confiance qu'il considérait comme un frère. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Thomas habitait 3 maisons plus loin que celle de Julien quand ils étaient petits. Ils jouaient au foot dans la rue, ont étudié ensemble, ont fait médecine ensemble et ont été diplômés la même année. Thomas était plus extraverti, plus décontracté, mais leur amitié était solide comme le roc. Ils étaient des frères de cœur. Le docteur Thomas travaillait à l'hôpital public où Chloé devait être initialement admise. Julien prit une profonde inspiration avant de passer l'appel, ses doigts tremblants en composant le numéro. « Thomas, j'ai besoin de ton aide, c'est urgent. » La voix de Julien était étranglée. « J'ai accidentellement renversé une femme. Elle s'est réveillée
et a donné son nom et le contact de sa mère à l'équipe. Elle a été stabilisée et est en route pour ton hôpital. Cependant, elle a une mutuelle et l'ambulance, après les premiers soins, l'emmènera à l'hôpital conventionné. Je suis de garde et j'ai besoin que tu me tiennes informé. De l'autre côté de la ligne, Thomas resta silencieux une seconde, le temps de traiter l'information. Mon Dieu, Julien, tu vas bien? Il pouvait entendre l'inquiétude sincère dans la voix de son ami. Compris, Julien. Calme-toi, mon frère, tenta de le rassurer Thomas. Je mobilise immédiatement l'équipe pour qu'elle reçoive tous les soins nécessaires jusqu'à son transfert. Comment s'appelle-t-elle? Chloé Mendes, 28 ans. Julien avait mémorisé chaque détail. Reste attentif et tiens-moi au courant du moindre changement, assura Thomas avant de raccrocher pour préparer son équipe. À l'hôpital public, l'agitation était intense. Préparez la salle de déchocage. Appelez le docteur Thomas immédiatement. Criait l'infirmière-chef tandis que le brancard de Chloé était poussé dans les couloirs. Branchez-la au moniteur et lancez les examens. Nous devons la stabiliser le plus vite possible. Thomas arriva en courant, nouant encore son masque. Il examina Chloé rapidement, demanda un scanner, une radio, tous les examens nécessaires. Elle était réveillée maintenant, confuse, souffrant. Elle demandait ce qui s'était passé, où elle était. Thomas lui expliquait calmement, tout en s'inquiétant pour Julien. Il connaissait assez bien son ami pour savoir qu'il devait terriblement se sentir coupable. Frérot, Chloé est partie d'ici vers 3 heures du matin. Appela Thomas dès que le transfert fut confirmé. Ça semble être une coïncidence, mais elle est transférée chez vous. Comme tu es de garde, prépare-toi à la recevoir. Elle a été mise sous sédatif à cause de la douleur, mais elle est hors de danger. Julien ressentit un mélange de soulagement et de tension. Elle allait bien, mais maintenant, elle venait dans son hôpital. Il allait devoir lui faire face à nouveau, la regarder dans les yeux. Se souviendrait-elle? Le blâmerait-elle? Il passa toute la matinée, anxieux, vérifiant chaque ambulance qui arrivait. Quand la mère de Chloé arriva à l'hôpital, elle était visiblement désespérée. « Où est ma fille? Chloé » criait-elle dans le couloir, le visage inondé de larmes. La femme avait pris le premier vol depuis le Portugal dès qu'elle avait reçu l'appel. Elle avait passé des heures dans l'avion à prier, demandant à Dieu que sa fille aille bien. « Calmez-vous, madame. Parlez moins fort, s'il vous plaît, » lui demanda une infirmière en essayant de la calmer. « Elle est en soins intensifs. » Comment ça? La mère ne comprenait pas. Elle était au Portugal, elle avait reçu un appel lui disant que sa fille avait eu un accident. Rien de plus. C'est vous le responsable de l'accident, dit-elle en regardant Julien qui se tenait à proximité. Sa voix n'était pas accusatrice, juste confuse et désespérée. Docteur, nous sommes venus du Portugal pour voir notre fille et fêter son anniversaire avec elle, dit le père de Chloé à voix basse, la voix lourde d'émotion. Ils avaient planifié cette visite depuis des mois. Ce devait être une surprise. Il devait arriver 2 jours avant l'anniversaire de Chloé. Madame, la situation s'est produite de manière soudaine. Julien devait expliquer. Il fallait qu'il comprenne. Chloé a surgi en courant sur la route. Il y avait de la panique sur son visage. Elle fuyait quelque chose. Je n'y suis pour rien, mais j'ai fourni toute l'aide que j'ai pu. Je suis à votre disposition pour vous aider en tout ce qui sera nécessaire. Tatama badabao, Je vais laisser mes coordonnées à messieurs dames et je resterai à votre disposition, dit Julien aux parents de Chloé. Il était visiblement tendu, la culpabilité pesait encore, mais il y avait aussi un soulagement sincère de savoir qu'elle était vivante et stable. Il leur tendit une carte avec son numéro personnel, ce qu'il faisait rarement. Pour couronner le tout, la grand-mère paternelle de Chloé entra dans l'hôpital, nerveuse, appelant sa petite-fille. C'était une dame élégante, aux cheveux blancs bien coiffés, mais les yeux rouges de larmes. « Chloé, ma petite-fille, où est ma petite-fille » demandait-elle à tous ceux qu'elle croisait. La famille se rassemblait là, dans un désespoir partagé. Ce que personne n'attendait, c'est qu'une histoire d'amour allait commencer au sein d'un hôpital. Mais la vie a de ses ironies, de ces chemins tortueux qui mènent aux destins les plus inattendus. Cependant, alors qu'il était dans la salle avec les parents de Chloé, Julien dut leur annoncer une nouvelle dont ni eux ni Chloé n'étaient au courant. Il avait personnellement examiné tous les résultats et quelque chose sur les images du scanner l'avait poussé à appeler 2 collègues neurologues pour confirmation. Une tâche subtile, presque imperceptible pour un œil moins exercé, mais qui pour lui sonna comme une alarme silencieuse et terrible. Tous arrivèrent à la même terrible conclusion. « Votre fille est stable maintenant », commença Julien, choisissant chaque syllabe avec soin. Il devait être délicat, mais direct. Mais nous devons parler de quelque chose que nous avons découvert lors des examens. La mère de Chloé écarquilla les yeux, sentant déjà que quelque chose n'allait pas.
Son cœur s'emballa. Pendant le scanner, nous avons identifié une tumeur dans le cerveau de Chloé, expliqua-t-il, observant attentivement la réaction de la femme. Une tumeur rare est située dans une zone très sensible. D'après sa localisation et ses caractéristiques, nous pensons qu'il s'agit d'un glioblastome. C'est extrêmement agressif et se trouve dans une région qui rend toute intervention chirurgicale impossible sans causer de dommages irréversibles. L'impact de la nouvelle la frappa comme une vague géante. Elle porta la main à sa bouche, ses yeux s'emplissant instantanément de larmes. Elle sentit ses jambes flageoler et son mari la retint par les épaules. « Une tumeur ?» Sa voix sortit tremblante, presque inaudible. « Non, ma fille est jeune. Elle a 28 ans. Comment est-ce possible? »« Mais c'est grave ?» demanda le père de Chloé, connaissant déjà la réponse à en juger par l'expression de Julien. La voix de Julien était lourde de chagrin. « Oui, c'est très grave. Je sais que c'est beaucoup à encaisser maintenant, mais nous ferons tout notre possible pour lui offrir une bonne qualité de vie. Nous avons besoin de plus d'examens pour confirmer le stade et discuter des options de traitement. Radiothérapie, chimiothérapie, thérapie palliative. Il faudra peut-être un certain temps avant qu'elle soit elle-même prête à le savoir. »« Combien de temps ?» demanda la mère, la voix brisée. « Combien de temps reste-t-il à ma fille ?» Julien respira profondément. Il est difficile de le dire sans plus d'examen, mais des tumeurs de ce type, à ce stade, donnent généralement aux patients entre 1 et 2 ans à vivre. Le silence qui suivit fut lourd, presque suffocant. La mère de Chloé s'effondra sur une chaise, sanglotant de manière incontrôlable. Le père serra sa femme dans ses bras, ses propres larmes coulant sur son visage. La grand-mère, qui avait tout entendu depuis la porte, dut s'appuyer contre le mur, murmurant des prières à voix basse. La mère de Chloé eut besoin de quelques minutes pour se ressaisir. Ses yeux se tournèrent à nouveau vers Julien, maintenant avec un mélange de douleur, de colère et d'une gratitude contenue. « Merci de nous l'avoir dit, » dit-elle finalement. « Merci de l'avoir sauvée sur la route. Merci de prendre soin d'elle. » Julien hocha simplement la tête, incapable de parler. La culpabilité de l'accident se mêlait à la responsabilité médicale et à la douleur d'être le porteur d'une nouvelle aussi dévastatrice. À ce moment, il se sentit partagé entre le poids de ce qu'il avait causé et le devoir de prendre soin de cette jeune femme qui portait maintenant en elle une bataille inattendue. Une bataille qu'il ne savait pas encore, mais qu'il mènerait à ses côtés jusqu'à la fin. Il quitta cette pièce les épaules voûtées, entra dans les toilettes et s'enferma dans une cabine. Il pleura de nouveau, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement la culpabilité de l'accident. C'était une douleur profonde pour cette jeune femme qu'il connaissait à peine, mais qui avait déjà marqué sa vie de façon permanente. Quelques heures plus tard, quand Julien eut enfin rassemblé son courage, il alla rendre visite à Chloé en soins intensifs. Elle était allongée dans le lit d'hôpital, un peu somnolente à cause des médicaments. La chambre était silencieuse, éclairée uniquement par la douce lumière qui filtrait à travers les interstices de la fenêtre et par les moniteurs qui clignotaient doucement à côté du lit. Elle fixait le plafond, perdue dans ses pensées, ses doigts jouant avec le bord du drap blanc. Quand la porte s'ouvrit lentement, Julien entra. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent vraiment, sans la panique, sans le sang, sans l'urgence. Il y eut un instant de silence absolu où le temps sembla ralentir. Les yeux bruns de Chloé se fixèrent sur les siens et un frisson parcourut le corps de Julien. C'étaient de beaux yeux, expressifs, avec cette lueur de quelqu'un qui gardait encore espoir malgré tout. Il ne croyait même pas au coup de foudre. Il était trop sceptique, trop rationnel pour ces choses-là. Mais quelque chose en lui changea à cet instant, comme si une partie endormie de son âme s'était réveillée. Chloé ressentait la même chose, une connexion inexplicable, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude ou des circonstances. Son cœur s'accéléra sans qu'elle puisse en expliquer la raison. Respirant profondément, Julien s'approcha du lit, essayant de cacher sa nervosité. Ses mains étaient légèrement moites. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Chloé le devança avec un sourire fatigué et une voix basse. « Ne vous inquiétez pas, docteur, » dit-elle, et il y avait une douceur dans cette voix qui toucha profondément Julien. « Je vais bien aller. Des voyous me poursuivaient et vous n'y êtes pour rien. J'aurais dû rester sur le trottoir, mais j'ai paniqué et j'ai couru sur la route. » La sincérité de sa voix fit monter les larmes aux yeux de Julien. Le poids de cette culpabilité qu'il portait diminua un peu, mais il y avait encore quelque chose qu'il devait dire. Cependant, à ce moment-là, il n'en fut pas capable. Il se contenta de tenir la main de Chloé un bref instant, sentant sa chaleur, la vie qui pulsait là. Une seule larme coula sur sa joue et il l'essuya rapidement, essayant de garder une contenance professionnelle. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, revenant à son mode de médecin. Chloé sourit légèrement. «
Je suis en vie. C'est déjà beaucoup. » Ces mots simples résonnèrent dans l'esprit de Julien pour le reste de la journée. Je suis en vie. Elle n'avait aucune idée à quel point cette vie était précieuse, à quel point elle était fragile. Et il allait devoir le lui dire. Mais pas à ce moment-là, pas encore. Peu de temps après, Julien attendait dans le couloir pendant que les parents et la grand-mère de Chloé arrivaient pour lui rendre visite. Le couloir était plus calme, les bruits de l'hôpital se mêlant à des voix basses. Quand tous furent réunis autour du lit, la famille entourant Chloé d'amour et d'inquiétude, Julien prit une profonde inspiration et décida d'être direct. Il n'y avait pas de manière facile de dire cela. « Chloé, nous avons réalisé quelques examens après l'accident. » Commença-t-il, la voix ferme mais prudente. « Et nous avons trouvé quelque chose dont nous devons discuter. » Chloé fronça les sourcils, méfiante, essayant de mieux s'asseoir dans le lit. « Quoi? Une fracture? Quelque chose qui ne va pas avec ma guérison? » Son corps était endolori, mais rien ne semblait trop préoccupant. Julien baissa la tête un instant avant de la regarder droit dans les yeux. Il devait la regarder dans les yeux quand il dirait cela. Non, ce n'est pas à propos de l'accident. Les examens ont révélé une tumeur cérébrale. Elle est rare et située dans une zone difficile d'accès. Il fit une pause, déglutissant difficilement. Malheureusement, en raison de son emplacement, elle est considérée comme inopérable. La pièce plongea dans un silence profond et terrible. Chloé écarquilla les yeux, sentant le monde autour d'elle s'effondrer au ralenti. Les mots de Julien résonnaient dans son esprit, mais ils ne semblaient pas avoir de sens. Tumeur inopérable? Quoi? Sa voix sortit dans un murmure désespéré. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, enlevez-moi ça. Les larmes se mirent à couler sans contrôle. Sa mère, qui était déjà au courant, porta de nouveau les mains à son visage en sanglotant. Son père lui tenait la main, essayant de la calmer, mais ses propres larmes l'empêchaient de dire quoi que ce soit. La grand-mère priait à voix basse dans un coin, les mains tremblantes en tenant son chapelet. Chloé, les yeux pleins de larmes qui brouillaient sa vision, fixa Julien comme s'il pouvait changer cette cruelle réalité. Comme si d'un coup de baguette magique, il pouvait dire que c'était une erreur, que les examens étaient faux. « Combien de temps il me reste ?» demanda-t-elle d'un ton tranchant, presque une accusation. Julien déglutit difficilement avant de répondre, chaque mot pesant des tonnes. D'après le type et l'emplacement de la tumeur, et en considérant des cas similaires, au maximum 2 ans. Mais chaque cas est unique, Chloé. Nous ferons tout notre possible. 2 ans. La phrase tomba comme une sentence. Chloé avait 28 ans. Elle avait toute une vie devant elle, des projets, des rêves. Et maintenant, un médecin lui disait qu'il lui restait au maximum 2 ans. Elle eut la nausée, des vertiges, une envie de crier. Mais elle se contenta de pleurer, serrée contre sa mère, tandis que son père les tenait toutes les deux. Julien quitta cette chambre en portant un autre poids impossible. Dans ce couloir vide, il s'appuya contre le mur et laissa de nouveau les larmes couler. Pourquoi elle? Pourquoi quelqu'un de si jeune, si pleine de vie? Cette nuit-là, déjà chez lui, Julien se tournait et se retournait dans son lit, incapable de dormir. Il regardait le plafond blanc de sa chambre, revivant chaque moment. Le visage de Chloé ne quittait pas son esprit. Ses yeux bruns, son sourire faible mais sincère, la force dont elle faisait preuve même en recevant la pire nouvelle possible. Il ne comprenait pas pourquoi cela l'affectait autant, mais il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une connexion, un besoin de protéger, d'être proche. Quelque chose qui allait bien au-delà de la responsabilité médicale. Il passa les semaines suivantes à suivre le cas de Chloé de manière obsessionnelle. Il examina tous les articles médicaux sur ce type de tumeur, chercha des traitements expérimentaux, consulta des collègues dans d'autres pays. Il devait faire quelque chose, n'importe quoi. Il ne pouvait pas simplement accepter qu'elle allait mourir. 1 mois plus tard, le jour de l'anniversaire de Chloé arriva enfin. Elle était sortie de l'hôpital 2 semaines auparavant, avait commencé la chimiothérapie, mais gardait un moral surprenant. Julien avait parlé avec elle plusieurs fois pendant ses séances de chimio, créant une amitié sincère. Elle lui parlait de sa vie, de ses rêves de parcourir le monde, d'écrire un livre. Il écoutait, fasciné par cette femme extraordinaire. Elle ne semblait même pas avoir eu un accident. Elle allait bien, radieuse, sans séquelles visibles. Ses cheveux avaient repoussé sur la coupe qu'ils avaient dû faire pour soigner sa blessure. Elle portait un joli bandeau qui le dissimulait. Malgré la beauté de la célébration, il y avait quelque chose dans l'air qui pesait légèrement sur les cœurs. Le contraste doux amer entre la joie du moment et la fragilité de la vie de Chloé. Néanmoins,
Tous ceux qui aimaient la jeune femme étaient déterminés à faire de ce jour un moment de bonheur mémorable. La fête aurait lieu dans le jardin de sa grand-mère, un endroit que Chloé aimait depuis son enfance. C'était un jardin luxuriant, avec des fleurs de toutes les couleurs, une pelouse verte bien entretenue et un grand tilleul qui offrait une ombre généreuse. Des ballons colorés et des guirlandes lumineuses délicates avaient été accrochés aux branches, créant une atmosphère magique et accueillante. Une longue table était dressée avec le gâteau, des pâtisseries et des petits fours salés, tout ce que Chloé aimait le plus. La famille et quelques amis proches étaient réunis, leurs rires et leurs conversations remplissant l'air d'une énergie vibrante. Julien arriva en se sentant un peu à l'écart. Il était le médecin, le porteur de mauvaises nouvelles, l'homme qui l'avait renversé. Il tenait dans ses mains un cadeau simple, un recueil de poèmes de Jacques Prévert qu'elle avait mentionné aimer. Cependant, lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Chloé, tout son malaise disparut. Elle lui offrit un sourire si sincère et lumineux qu'il réchauffa le cœur de Julien. Elle était magnifique, vêtue d'une robe florale légère qui dansait avec la douce brise de l'après-midi. Le bandeau dans ses cheveux, d'un bleu vibrant, rehaussait encore plus l'éclat de ses yeux. « Tu es venu, » dit-elle, la voix pleine d'une joie contagieuse. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondit-il en lui tendant le cadeau. Leurs doigts s'effleurèrent un instant, et un courant électrique sembla passer entre eux. Pendant la fête, Julien observa Chloé de loin. Il vit comment elle interagissait avec tout le monde, la force qui émanait d'elle, la façon dont elle trouvait de la joie dans les petits détails, même en portant une sentence si lourde. Elle riait, serrait ses parents dans ses bras, racontait des histoires à sa grand-mère. Personne, en la voyant, n'aurait pu dire qu'elle était malade. Elle vivait ce moment avec une intensité que Julien n'avait jamais vue. Plus tard, alors que la plupart des invités se servaient du gâteau, Chloé s'approcha de Julien, qui se tenait un peu à l'écart, près du vieux tilleul. « Merci pour le livre », dit-elle en le serrant contre sa poitrine. « C'est mon préféré. »« Je sais, » sourit-il. « Tu l'as mentionné lors de notre dernière conversation. » Ils restèrent silencieux un moment, observant simplement le bonheur des autres. Le son des rires et de la musique douce créait une bande-son pour leur rencontre. « Tu sais, docteur, » commença-t-elle d'une voix plus basse, « parfois j'oublie. Pendant quelques heures, j'oublie que je suis malade. Je vis, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un de ces jours. »« Bah, c'est le but, Chloé, » dit-il en se tournant pour la regarder. « Vivre chaque jour, c'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. » « Mais ce n'est pas la même chose, » l'interrompit-elle, les yeux embués de larmes. « Tu sais que non. Chaque rire, chaque étreinte ressemble à un adieu. » Le cœur de Julien se serra. Il voulait dire tant de choses. Il voulait lui dire qu'il était en train de tomber amoureux d'elle, que sa force l'inspirait, qu'il passait ses nuits à chercher un remède, aussi impossible que cela puisse paraître. Mais les mots ne sortaient pas. Alors, il fit quelque chose que son côté professionnel ne lui aurait jamais permis. Il prit son visage entre ses mains, délicatement, et essuya avec son pouce une larme qui coulait. « Je ne te laisserai pas dire adieu, » murmura-t-il, la voix chargée d'une promesse. « Nous allons nous battre contre ça, ensemble. » À cet instant, sous l'ombre du tilleul, avec le bruit de la fête en arrière-plan, Chloé ne vit plus en Julien le médecin ou l'homme de l'accident, mais un compagnon. Quelqu'un que, pour une raison inexplicable, le destin avait placé sur son chemin au moment le plus difficile de sa vie. Elle se pencha et, sur une impulsion, l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, mais qui s'intensifia rapidement, chargé de toute l'urgence, la peur et l'espoir qu'ils ressentaient tous les deux. Lorsqu'ils s'écartèrent, le souffle court, ils se regardèrent dans les yeux. Ils n'avaient pas besoin de mots. Là, dans ce jardin, au milieu d'une célébration de la vie, un amour improbable et puissant venait de fleurir, déterminé à défier le temps et à se battre contre l'impossible. Leur voyage serait douloureux et incertain, mais désormais, ils ne l'affronteraient plus seuls. Outro pour la vidéo YouTube. Alors, les passionnés de belles histoires, Karshali. Quelle montagne russe d'émotions que le parcours de Julien et Chloé, n'est-ce pas? Leur histoire commence avec le crissement de pneus, un accident qui semblait être la fin, mais qui, par une ironie du destin, est devenu le début de tout. Nous avons vu un médecin dévoué, le docteur Julien, être arraché à sa routine épuisante et plongé dans un cauchemar de culpabilité. Et, au milieu de ce chaos, nous avons vu Chloé, une femme qui, en faisant face à sa propre mortalité, découvre une force et une raison de vivre plus intensément que jamais. C'est un voyage qui nous apprend comment la vie peut basculer en une seule seconde, sur le poids de la responsabilité et surtout sur un amour qui naît de la manière la plus improbable,
Dans l'endroit le plus inattendu, un couloir d'hôpital. Un amour qui ne vient pas pour guérir le corps, mais pour sauver l'âme. Maintenant, c'est à vous. Quel est le moment qui vous a le plus touché? Était-ce le désespoir de Julien après l'accident, sentant le poids du monde sur ses épaules? La force incroyable de Chloé en recevant la nouvelle la plus dévastatrice de sa vie? Ou ce baiser dans le jardin, une promesse silencieuse d'amour contre le temps? Dites-le nous dans les commentaires, Si cette histoire sur le destin, le dépassement de soi et un amour qui défie l'impossible vous a ému, partagez-la. Répandons le message que le véritable amour ne craint pas le temps et que chaque seconde est une occasion de vivre pleinement. Et bien sûr, n'oubliez pas de suggérer des thèmes pour notre prochaine vidéo. On vous embrasse et à très bientôt pour prouver une fois de plus que l'amour le plus puissant est celui qui fleurit dans l'adversité et nous donne le courage d'aimer, même lorsque l'horloge s'obstine à jouer contre nous.